Alors nous aujourd'hui on voulait vous rencontrer pour évoquer trois éléments consécutifs à cette fusion. Le premier c'est le contrat municipal que nous avions élaboré puisqu'on est dans le cadre d'une fusion de listes, c'est-à-dire une liste qui accueille deux autres listes qui sont le collectif citoyen et Europe Écologie Les Verts. Donc vous redressez ce nouveau contrat municipal enrichi avec notamment les apports des uns et des autres. Ensuite, les grands enjeux du mandat, ce à quoi on va s'atteler pour transformer la ville et changer la vie des Périgourdins. Et puis enfin, le mode de gouvernance qu'on a imaginé pour pouvoir porter ces grands enjeux. Donc le programme qu'on avait élaboré et qu'on a appelé le contrat municipal, c'était pas un terme qu'on a choisi au hasard, hein, le contrat municipal, parce que c'est bien un contrat que l'on passe. Les candidats que nous sommes sur l'ensemble des sites non périgueux et les habitantes et les habitants. Et c'est un contrat, donc ça marche à double sens. On fait des propositions, ils y adhèrent, mais s'ils y adhèrent en nous choisissant, eh bien ils s'engagent aussi à contribuer avec nous, à le mettre en œuvre. Donc c'est un contrat qui est très ambitieux, qui comprend 51 mesures qui ont été complétées par notamment des apports sur les questions écologiques et sur les apports de démocratie et de citoyenneté. Donc je vais laisser peut-être Hélène commencer sur le volet plus démocratie locale, citoyenneté, avec les éléments d'apport. Et puis il y a aussi des éléments en termes écologiques, notamment sur les questions d'alimentation. Et puis après François nous dire ce qu'ils ont souhaité apporter à ce contrat. Oui, donc la démarche du collectif citoyen pour ces municipales, c'était effectivement de proposer un programme de transition au niveau écologique, démocratique et social. Donc au niveau démocratique, nous avons pu travailler avec de nombreux signataires et soutiens pendant les 12 derniers mois, sur, entre autres, à travers un atelier qu'on avait appelé atelier gouvernance, sur entre autres les nouveaux schémas de comment effectivement on peut, avec quels outils on peut faire participer, on peut proposer à la population de participer aux politiques publiques et à la mise en œuvre des politiques publiques qui pourraient être proposées dans le cadre de ce mandat, en fait, des 6 ans qu'on aurait pour changer la ville, et il y en a vraiment besoin. Nous proposons par exemple la mise en place, et donc ça c'est ce qui a pu être intégré au sein de ce nouveau programme. Nous proposons la mise en place de pétitions, voilà, que les citoyens puissent, à travers la pétition, faire des propositions à la municipalité. La mise en place de groupes qu'on a appelés les ateliers participatifs, par thématique et par quartier, qui rassemblerait à la fois des élus, des citoyens et des agents municipaux pour avancer ensemble à travers d'abord un forum des idées sur énormément de projets qui pourraient être mis en place, et y compris avec des budgets participatifs qui permettraient la mise en œuvre de petits projets d'aménagement à l'échelle des quartiers. Ensuite, en fait, c'est tout un schéma de gouvernance qui est à mettre en œuvre et à réfléchir, à travailler, donc comme je le disais, avec les agents municipaux et avec les citoyens, pour effectivement avoir tout un circuit de validation, voir quelles sont les priorités, en sachant que tout ça rentre d'abord dans le cadre de ce contrat qu'on propose ensemble à la population, avec l'ambition de cette transition. In fine, il pourrait y avoir par exemple pour de grands projets l'idée de faire voter les citoyens pour les projets les plus importants, les plus coûteux aussi, de faire voter les citoyens à travers des référendums locaux pour voir comment effectivement ils se positionnent et si tout le monde est d'accord et si c'est pertinent pour la population. Ensuite, on a pu, là, cette semaine, les 2 dernières semaines d'échange avec les 3 listes ont permis de voir comment, justement, y compris au niveau de l'exécutif, on peut redimensionner les choses, pas les révolutionner non plus, parce que l'idée c'est de faire quelque chose de pas simplement d'idéal, mais aussi de concret et qui soit faisable pour nous permettre d'avancer. Et donc effectivement, au lieu de vous proposer, comme ça peut être le cas d'habitude, un premier adjoint avec ça, un deuxième, troisième, quatrième, etc., et des répartitions très strictes qui empêcheraient la transversalité, on est allé sur un schéma de l'exécutif par pôle, avec un travail en binôme ou en trinôme, qui impulsera plus de transversalité et qui permettra y compris d'intégrer les projets proposés par la population. Et de répondre et de mettre en œuvre évidemment le programme qui a été validé ensemble. Peut-être un mot sur la charte éthique. Le code éthique, merci. Le code éthique.
Le code éthique, en fait, on s'appuie sur, entre autres, les travaux qui existent, alors déjà sur le cadre de loi, le cadre législatif et toutes les obligations que ça demande aux élus, et qui sont amendés et complétés par, entre autres, les travaux d'Anticor ou d'autres associations qui ont pour but de promouvoir la transparence dans la vie politique. Voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place très rapidement. Et donc le code éthique qui avait été travaillé par le collectif sera signé par l'ensemble des élus. Et donc c'est un ensemble d'engagements pour effectivement avoir pour gagner plus la confiance des citoyens et rompre avec parfois de mauvaises habitudes que pourraient avoir les élus. Avant, bien sûr. Avant et ailleurs. Avant et ailleurs. François, peut-être les apports programmatiques à ce contrat? Oui, d'abord je voudrais dire qu'on est très heureux de participer à cette liste d'Union de la gauche, dont la préoccupation, une des préoccupations essentielles est l'écologie. Donc on sera, nous les Verts, quand on sera élus, des acteurs majeurs de la transition écologique. Alors dans le contrat, enfin dans l'accord qu'on a passé, il y a 6 points sur lesquels on avait insisté. Le premier point, c'est la mise en œuvre d'un territoire zéro carbone, c'est-à-dire tout le centre-ville piétonnier, dans une dynamique de long terme, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais avec un travail collectif, avec, comme l'a souligné Hélène, avec les habitants, les commerçants, pour que à la fois on diminue la pollution au centre-ville, mais en même temps on valorise au mieux l'attrait touristique de la ville. Le deuxième point, c'est la mise en œuvre accélérée du schéma cyclable qui a été voté par l'agglomération et qui a été voté à l'unanimité par l'ensemble des mairies. Donc maintenant c'est un problème de voirie, donc la mise en œuvre des pistes cyclables et de ce qu'on appelle les zones de rencontre. Je vous rappelle, les zones de rencontre, c'est comme la rue Saint-Front, là, hein, c'est des zones à 20. C'est-à-dire que si un piéton traverse, les gens doivent s'arrêter n'importe où. Oui, vous pouvez vérifier, il y en a un là-bas et un là-bas. Voilà. Et d'autres, mais c'est un projet. Oui. Et ça permet justement de créer des nouveaux modes de relation dans la ville. Donc en créer plus? En créer plus, oui. Enfin, mettre en place le schéma cyclable qui les prévoit. Hein, il y a un certain nombre de zones qui sont déjà prévues. Et puis il faut les mettre en place en termes de voirie, les organiser. Ça permet en fait d'organiser, pardon François, la priorité du piéton sur le vélo et du vélo sur la voiture. En fait, et tout dans une zone 20 dans laquelle les risques sont limités pour les uns et les autres, les différents usagers de la rue en fait. Alors, troisième point qui ressort plus de l'agglomération, mais qui est lié à l'alimentation, c'est la création d'une ceinture alimentaire bio à moins de 15 km de la ville, de façon à ce qu'il y ait à la fois une alimentation locale et bio, dans un premier temps de la restauration collective et dans un deuxième temps de l'ensemble des habitants de Périgueux. Donc là encore, c'est une démarche à terme qui suppose de passer des contrats avec des maraîchers et puis de préempter un certain nombre de zones. Donc il y a du travail à faire. Alors, quatrième point, c'est la mise en œuvre d'un territoire zéro chômeur sur la ville, avec l'expérimentation dont on a déjà parlé, mais qui consiste à essayer de réintégrer des gens qui sont sortis du marché du travail, mais de les réintégrer dans des activités qui sont des activités dites non marchandes, c'est-à-dire pas en concurrence avec les activités marchandes, mais qui ont un apport collectif important. Notamment sur le recyclage de déchets, sur l'aide à la personne, des choses comme ça. Donc c'est des expérimentations financées par l'État, et c'est des expériences actuellement qui pourraient être généralisées par une loi qu'on attend. Le cinquième, j'en suis à 5, c'est ça? Oui. Le cinquième, c'est la mise en œuvre de centres de santé multidisciplinaires dans tous les quartiers, avec la priorisation dans les quartiers qui sont les plus éloignés des centres de soins. Et de manière générale, dans les quartiers, plus on aura une structure de services collectifs et de services privés qui seront disponibles dans les quartiers, moins justement les gens ont besoin de se déplacer, moins il y aura de problèmes de mobilité dans la ville. Et enfin le dernier point, le sixième, c'est la mise sur le marché des 2500 logements vacants de la ville, avec un travail à faire avec soit sur la taxation, pour inciter les gens à la mettre sur le marché, soit en travaillant directement avec les propriétaires pour faire de la rénovation, notamment de la rénovation énergétique. Et cela permettrait, cette mise en place des logements sur le marché, de donner de la consistance à un droit au logement pour tous. Voilà les 6 points essentiels.
Voilà, donc vous l'aurez vu, hein, vous ne connaissez peut-être pas le contrat municipal et ses 51 mesures par cœur, mais on avait effectivement une ambition qui était commune, hein, de porter un véritable projet qui soit ancré à gauche et qui engage de manière résolue hein, cette transition écologique, sociale et démocratique. Et donc là, vous avez l'un et l'autre évoqué des piliers fondateurs pour pouvoir conduire cette action-là. Donc une démarche vraiment volontaire et au final quand on a travaillé ensemble, ce qu'on a pu constater c'est que non seulement sur le socle de valeurs, nos valeurs elles étaient communes, sur notre ambition elles étaient aussi partagées et que sur le plan plus pragmatique des idées et des projets, on était très proches les uns des autres. Et donc la richesse de cette union, eh bien, c'est justement ces éléments de précision qui sont, ou ces vigilances aussi qui sont apportées par les équipes, les trois équipes. Donc ça, c'est vraiment la force de cette union, c'est cette très grande cohérence à la fois sur le plan politique, idéologique et programmatique. Alors oui, les grands enjeux, on les a évoqués les uns et les autres, hein. C'est la transition écologique, sociale et démocratique, c'est l'éducation, la culture et le sport et l'attractivité économique de notre territoire. Pourquoi on les a résumés alors là, je les résume en 3, mais en fait, normalement, c'est 5 grands enjeux, on vous le présentera dans le schéma de gouvernance. Elles sont équivalentes. Elles sont vraiment équivalentes et vous allez le voir d'ailleurs dans le schéma. Hein. Ce qu'on a voulu, on les a représentés dans un schéma de forme circulaire pour bien définir que toutes sont nécessaires et toutes sont équivalentes. Ça existait avant le premier tour, ça, ou c'était fait de... Ah non, c'est le fruit de la fusion. D'accord. C'est le fruit de la fusion. Il y avait déjà des choses équivalentes avant. Alors, il y avait des enjeux. Dans tous les programmes, il y avait ces grands enjeux-là. Mais la grande force de notre union, c'est de réaffirmer qu'elles sont équivalentes et que dans le mode, comme l'a évoqué Hélène, dans le mode de gouvernance, on va les réunir par pôle de manière à pouvoir avoir ce travail de transversalité entre des adjoints et des conseillers délégués et non plus cette habitude très ancienne désormais de un adjoint, une délégation, un tableau d'adjoints avec souvent des numéros mais qui n'avaient la plupart du temps aucun sens, étaient soit attribués par ordre alphabétique, soit par répartition politique, mais sans vraiment beaucoup de sens. Donc nous on veut sortir de ce système-là du tableau avec des numéros. Ce que l'on propose, c'est une organisation qui soit transversale et qui soit surtout horizontale. Justement, on s'est mis d'accord et qu'il y a une vraie globalité dans ce qui est proposé. Après, ça va être difficile d'aller chercher qui précisément a amené quoi et on n'est pas là pour défendre la maternité de se replace au premier tour. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qu'on propose ensemble, ce sur quoi on a réussi à se mettre d'accord assez facilement d'ailleurs, parce que je pense qu'effectivement l'avantage du collectif citoyen ça a peut-être été de mener une réflexion plus approfondie sur la question démocratique et donc d'arriver avec quelques outils, mais de toute manière ça fait sens par rapport au projet qui était déjà proposé par l'ensemble des trois listes. On sort d'une crise sanitaire sans précédent sur lequel il va falloir agir rapidement sur le plan économique pour soutenir l'économie locale. Et que c'est aussi un territoire qui est attractif, des populations nouvelles qui viennent, donc des nouveaux habitants. Et ça, c'est vraiment un élément parmi l'ensemble des thématiques que l'on veut porter. Alors, ces pôles, c'est quand même vraiment révolutionnaire pour le coup. Je peux juste dire un mot sur la question de l'attractivité. L'enjeu, le pari qu'on fait, et ça s'est vu dans d'autres villes, hein, on n'invente rien en fait directement ici. Simplement, c'est des choses qui sont possibles à Périgueux parce que la taille de la ville le permet. L'enjeu, c'est effectivement aussi de rendre la ville attractive par de nouvelles modalités. Et c'est aussi à travers cette transition écologique et cette résilience dont on a besoin qu'on va pouvoir rendre la ville plus attractive au niveau économique. Voilà. Donc c'est vraiment, encore une fois, dans la transversalité et dans la globalité qu'il faut voir l'ensemble de ces projets.
Oui, c'est tout, vous avez travaillé dans les ateliers, enfin, j'ai suivi quelques-unes de nos réunions, c'est vraiment issu de tout le travail que vous avez fait durant des mois. Bah, c'est issu d'un diagnostic qui est partagé par l'ensemble des 3 listes de toute manière à la base. Oui, effectivement, la nécessité de transition et après, la nécessité de redynamiser. Après, il y a la manière de le faire, voilà. Il faut trouver ce qui peut être opérationnel, effectivement. Tout à fait. Ça, c'est l'opérationnel. C'est ça. Et ce à quoi on a travaillé là depuis une dizaine de jours, que l'on se rencontre les uns et les autres. Les enjeux, en fait, ils étaient déjà présents. Et c'est ça, c'est pour ça que le fait de se rejoindre a été assez naturel, en fait. Parce que les enjeux, le diagnostic, il était partagé. Les enjeux, ils étaient identifiés. Et ce à quoi on a travaillé, c'est vraiment, moi, ce que je retiens, la plus-value de nos échanges des derniers jours, c'est de passer de constats et d'enjeux à comment on va le faire concrètement. Et si les uns et les autres on avait déjà défini des pistes d'action, c'est là collectivement qu'on a défini cette manière de faire et donc ce mode de gouvernance. Donc vous le voyez, vous avez donc ces cinq pôles, et dans chacun des pôles, Hélène l'a dit, vous avez à la fois des adjoints et des conseillers délégués. Ces thématiques-là, elles sont des missions qui seront portées par les élus référents de manière à pouvoir engager de manière très forte cette transition écologique, démocratique et sociale, et en s'appuyant autour de ces 2 leviers qui sont l'éducation, la culture et le sport, et l'attractivité du territoire, les richesses du territoire, et tout ce qu'on va pouvoir apporter en termes de changement, et donc de renouveler l'attractivité de notre territoire. Alors, pour balayer très vite, sur le pôle attractivité économique, nous avons mis 2 conseillers délégués, un conseiller délégué en charge de la promotion touristique et de la nuit, toutes ces activités qui se passent autour de la nuit, notamment avec la diversité de nos publics, des jeunes, des anciens, des touristes, une activité d'été, une activité d'hiver, et comment tous ensemble on arrive à vivre ensemble. Un conseiller délégué au commerce et au développement économique et un adjoint aux finances, c'est-à-dire cordon de la bourse, finalement, ce qui permet que tout ça fonctionne. Ensuite, le pôle transition démocratique et citoyenne, donc avec un adjoint qui est en charge du renouvellement démocratique, à la gouvernance, à la coordination, à l'expression citoyenne, et 2 conseillers délégués. Là, vous voyez deux outils qu'on a retenus. Un conseiller délégué qui n'a pas de mission prédéfinie et qui est bien au service du pôle, en lien avec l'adjoint et le conseiller délégué au numérique et à l'organisation des services. Ensuite, un pôle éducation, culture et sport avec 3 adjoints à l'éducation, à la culture et au sport, qui sont on va dire des compétences municipales plus classiques, mais qui sont des vrais marqueurs de gauche. Parce qu'on a une vraie ambition sur ces thématiques, avec un conseiller délégué qui interviendra en appui de ces 3 thématiques et qui fera aussi du lien au sein du pôle. Un pôle solidarité et égalité qui est quand même assez classique aussi dans des équipes de gauche, qui sera lui rattaché au premier adjoint ou à la première adjointe. Là aussi, c'est un vrai choix politique de dire le premier adjoint, il n'est pas en charge des finances, il est en charge de l'action sociale, de la solidarité et du handicap. Donc avec 2 conseillers délégués, un à l'action sociale et au handicap, et un autre à la vie associative et à la vie des quartiers. Un 5e donc pôle, le pôle transition écologique et cadre de vie. Donc avec un adjoint à la transition énergétique au projet alimentaire municipal, un adjoint à l'urbanisme, à l'aménagement et aux mobilités, et un conseiller délégué en charge de l'habitat et du logement. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler par logique de pôle. On n'est pas un élu isolé, on est 1-2 adjoints avec des conseillers délégués, et le tout de manière très transversale, et c'est pour ça que vous voyez, vous avez ce petit cercle autour. Et au cœur du cercle, vous avez le maire et le premier ou la première adjointe, qui sont là aussi en charge de faire le lien entre l'ensemble de ces pôles, et comme vraiment des animateurs d'équipe. C'est vraiment comme ça qu'on les a pensés. Est-ce que l'une ou l'autre, ou l'un et l'autre, ce qui fait 8 adjoints et 8 conseillers délégués, c'est le maximum qu'on peut avoir, non? C'est par rapport à la taille de la ville, je l'ai plus en tête. Alors, le maximum d'adjoints qu'on peut avoir sur la culture Périgueux, c'est 10. Ouais.
Voilà. Mais nous, l'objectif, c'est d'avoir ces équipes, donc à la fois des adjoints et des conseillers délégués. Oui. Voilà. Les conseillers délégués, c'est pas mal, effectivement. Oui. Donc, pour être complètement transparent, ce sont des élus qui sont indemnisés. Et nous avons une enveloppe d'indemnisation qui est fixée, c'est un pourcentage de la masse salariale de la collectivité. Et donc pour pouvoir avoir une indemnisation qui permette à chacun de se rendre disponible pour vraiment être au service de la ville et des habitants, et donc de pouvoir avoir du temps pris sur leur activité professionnelle, notamment pour ceux qui sont salariés, et ce sera une grande part probablement de notre exécutif, eh bien on a organisé comme ça, donc moins d'adjoints, mais plus de conseillers délégués et surtout cette logique d'équipe. On a souhaité que l'ensemble de l'exécutif soit renouvelé. Ça veut dire, pour être très concrète, qu'il n'y a aucun des conseillers délégués ou des adjoints qui ont déjà eu une délégation au sein de la ville de Périgueux, hormis le maire. C'est nous qui sommes c'est nous qui gérons la ville. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que là, on est vraiment sur un schéma de gouvernance qui nous permet d'avoir l'ensemble des services ressources au service du projet. Voilà. C'est bien dans la réalité évidemment budgétaire qui est celle de la ville de Périgueux. L'objectif, c'est de faire monter les projets et de pouvoir les prioriser à partir des valeurs que nous portons. Cette organisation, c'est pas seulement l'organisation des élus, c'est aussi la relation qu'il va y avoir avec les services municipaux, de façon à ce qu'ils s'impliquent complètement dans l'ensemble des projets et qu'ils soient motivés pour travailler ensemble. C'est vrai qu'on arrive avec un projet qui est très fort, un contrat, et c'est pour ça qu'on l'appelle contrat d'ailleurs. On passe, c'est un premier contrat entre nous, puis ensuite c'est un contrat avec les habitants, et c'est pour ça que nous on dit, c'est une double adhésion. C'est pour ça qu'on a souhaité mettre un conseiller délégué sur cette thématique du numérique et de l'organisation des services municipaux, parce que l'objectif n'est pas d'arriver avec quelque chose de tout fait, mais c'est bien justement de pouvoir profiter de leur expérience, de leurs compétences et de leur savoir-faire pour voir comment, avec leurs propositions, on peut effectivement proposer quelque chose de nouveau qui sera dans l'organisation, qui sera plus en phase avec le mode de gouvernance nous qu'on a au niveau de l'exécutif et puis dans notre rapport à la population. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces outils de l'intelligence collective, du co-développement, qui vont permettre de faire ça dans une temporalité, pour le coup, qui sera nécessaire. L'objectif, c'est pas, encore une fois, je le répète, d'arriver avec un schéma en tête et de tout révolutionner d'un coup, mais bien de travailler avec tous ceux qui le souhaiteront pour proposer quelque chose de plus cohérent. C'est des éléments sur lesquels on a partagé dès le début de nos échanges, c'est qu'on veut être des élus bienveillants pour nos équipes. Et vous avez un avantage, c'est que vous avez été agent de cette collectivité. Et d'autres aussi, oui. Notamment celle-ci, pour la connaître de l'intérieur, par exemple. La ville est riche de plus de 500 agents et c'est aussi un gage de réussite pour cette nouvelle ère qu'on veut ouvrir en fait. Au vu du contexte à la fois sanitaire et de la crise dans laquelle on est, et des projets qui ont été portés, qui ne l'auraient pas été si effectivement on avait été élu en mars, mais comme personne l'a été, que l'ancien maire a continué de porter, il y a des réajustements qui vont se faire. Mais on est quand même, pardon François, je redis, le seul équipe qui propose un projet d'investissement sur 6 années sans augmentation de la fiscalité. Voilà, mais c'est bien de le rappeler. Voilà. Et donc c'est des choix, ce sont des choix politiques que l'on fera et que l'on portera. Il y a un lien entre les compétences et le financement, on s'est mis d'accord là-dessus, c'est par exemple d'avoir des gens dans les services municipaux qui ont une grande compétence pour aller rechercher des subventions, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Vous savez que dès qu'on fait une transition écologique, on va mettre en œuvre un certain nombre de mesures dont beaucoup sont subventionnées à tous les niveaux, au niveau départemental, régional, national avec l'ADEME, ou au niveau européen. Et notamment avec le plan climat qui va se développer, il va y avoir des moyens assez importants qui vont être mis en œuvre. Donc là, et dans les villes qui ont bien avancé la transition écologique, ils ont mis en place ces compétences et ils ont quasiment cofinancé avec des subventions la plupart des investissements qu'ils ont réalisés. Maintenant, effectivement, il y a probablement d'autres équipes qui ne proposent pas ce projet de transition écologique et démocratique résolue, qui ne proposent pas une politique sociale au service du plus grand nombre avec une tarification qui soit basée sur le reste à vivre et non sur le quotient familial. Probablement.
sont probablement des projets qui peuvent tenir sans augmentation de la fiscalité ou qui peuvent tenir sans beaucoup d'investissement, mais à ce moment-là, ils ne sont pas au service des besoins des habitants. La ville de Périgueux, c'est 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Un effet qui a été forcément accentué par la crise sanitaire et le chômage partiel. Quand on n'est plus sur le dialogue, sur la médiation, et ben ça diminue les dégradations, les actes délictueux dans la ville qui coûtent aussi très cher. Enfin voilà, il y a tout ça qu'on ne mesure jamais en fait. À chaque fois on nous dit ah mais oui la logique comptable fait que ça va coûter tant, alors il y a le risque d'augmentation des impôts. Mais derrière quand on parle de résilience c'est quand même un mot assez fort parce que effectivement c'est aussi des dépenses qu'il n'y aura plus besoin d'avoir parce qu'on vivra mieux tous ensemble dans cette ville quoi, et en meilleure santé. Et ça c'est quelque chose qui ne peut pas se calculer tout de suite comme ça et qu'au niveau local, c'est quelque chose de plus global, mais c'est bien pour ça qu'on a voulu s'engager sur ce municipal, c'est que c'est ici qu'on est et donc c'est ici qu'on souhaite agir. C'est un choix d'investissement pour l'avenir aussi. C'est ça, c'est qu'à un moment donné il faut investir et les effets ils seront induits et c'est vraiment cette véritable changement de paradigme qu'on propose. On avait dans notre projet, on a toujours d'ailleurs une maison médicale de santé au sein de l'hôpital public pour assurer la permanence des soins. C'est-à-dire pour délester les urgences de tout ce qui va être la bobologie, la petite angine, la montée de fièvre, donc qui est assurée par la médecine de ville. Et on complète le dispositif, c'est François qui l'a évoqué là, mais Hélène aurait pu le redire aussi, par une construction, une offre de soins publics sur le territoire de manière à sortir de ce désert médical qui est en train de s'installer, alors qui est peut-être moins important à Périgueux qu'en milieu rural, mais qui est une réalité. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un rendez-vous chez l'ophtalmo, vous avez 18 mois d'attente. Il n'y a plus de médecins qui prennent de nouveaux patients en médecin traitant. Donc là, il faut vraiment travailler à la réimplantation de services, de soins sur la ville. Et ça, on pourra aussi le faire en lien avec l'antenne de l'université de médecine qui vient, la première année de médecine qui vient sur le campus et qui arrive enfin. Et on espère qu'on va pouvoir, sur ces premières années d'études-là, faire découvrir notre cadre de vie exceptionnel, cette qualité de vie qui va encore s'améliorer et ça contribue à notre attractivité. Mais ça, c'est un élément important. Comment vous allez faire campagne pendant ces 4 semaines? Parce que c'est bien, dans la bonne humeur. C'est compliqué. Et puis en même temps, là, vous avez des forces. Est-ce qu'il y a des dates programmées? On n'a jamais fait un second tour aussi long. C'est un peu compliqué là. Alors, on travaille sur des outils, on vous tiendra informé régulièrement. On va utiliser le numérique forcément. Évidemment, voilà. Non, mais c'est une campagne hors norme, enfin, et puis, inédite. Oui, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Oui, c'est ça. Voilà.